Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Mathieu Lille-Palette, senior vice-président de StatsPerform, mieux connu sous le nom de Opta, société qui fournit toutes les statistiques des joueurs en temps réel à Sorare. Un épisode passionnant qui nous plonge à l'intérieur du quotidien des analystes et de la collecte de data sportive. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Tony Laure, un investisseur et professionnel de la finance. Salut Tony. Salut Mehdi, ça va ? Ça va et toi ? Tu te trouves dans tes bureaux ? C'est ça, dans les bureaux. J'ai fait le ménage dans mon agenda pour pouvoir te parler. Et en relation WhatsApp. Donc le son est pas mal. Voilà, il est pas top, mais écoute, on va se débrouiller comme ça. Alors Tony, t'es pas super connu dans la communauté Sorare, à part ceux qui ont suivi pas mal d'émissions, que ça soit l'Afterfoot, t'es passé sur des podcasts également, donc pas très connu dans la communauté en tant que manager, mais pourtant t'as fait pas mal de passages, et tu m'as dit, ça fait quand même quelques mois qu'on échange de temps en temps, tu m'as dit, écoute, je suis passé quasiment partout, sauf sur ton podcast. Alors voilà qui est fait, mais explique-moi, avant d'attaquer justement qui tu es, etc., mais explique-moi un peu ce parcours et pourquoi, où tu es passé, dans quelles émissions, et pourquoi tu voulais absolument passer sur ce podcast finalement. Ok, écoute, pour faire simple, j'ai été pris de passion par Sorare, comme beaucoup de tes invités par le passé, en fait, comme tous, mais peut-être d'un angle un peu différent, c'est-à-dire que je viens du monde bancaire, de la finance et de la technologie, et du coup, Sorare regroupait beaucoup de ces aspects et du coup c'est ainsi que je me suis donc plongé dans ce monde et donc j'ai commencé par appeler Afterfoot RMC qui lançait un sujet NFT, donc c'était pas lié à Sorare particulièrement, mais donc j'ai appelé pour essayer d'expliquer ce que c'était parce qu'ils étaient perdus, les pauvres, ils savaient vraiment pas ce que c'était et du coup je leur ai expliqué, c'est là que j'ai parlé pour la première fois de Sorare parce que eux ils n'en avaient jamais fait de sujet jusqu'alors et donc j'ai expliqué ce que c'était, comment ça fonctionnait et par la suite, du coup, je suis resté en contact avec certains membres de ce qui s'appelle la Dream Team. Et derrière, on a joué ensemble, je les ai coachés, et puis ça m'a permis derrière de rencontrer d'autres personnes et de faire une certaine tournée médiatique, entre guillemets, où je suis passé donc par SoFoot, par le Phocéen, site célèbre pour les fans de Marseille. Donc, je suis resté en contact avec les membres de la Dream Team qui me posaient beaucoup de questions, qui voulaient des conseils, savoir comment ça fonctionnait, quel type de budget il fallait prévoir. Et de fil en aiguille, on a développé des relations avec certains d'entre eux qui m'ont amené donc vers d'autres médias, d'autres journalistes et qui derrière forcément m'ont donné une expérience complètement immersive de ce jeu, mais en plein d'angles différents. C'est-à-dire que c'était pas juste le jeu, c'était aussi le côté financier, le côté médiatique, le côté start-up en construction, le côté journalistique. Bref, c'était beaucoup d'angles que j'avais pas forcément prévus, mais qui m'ont vraiment passionné. Donc voilà. Et donc là, la boucle est bouclée alors, en passant sur le podcast de Média Sorare ? Écoute, c'est mieux que ça, parce que moi je comptais boucler la boucle avec toi, mais quand je sais que je passe juste au moment de ton anniversaire, c'est le top du top, quoi. Donc je me dis que ça me fait j'aurais pas trop d'honneur. Joyeux anniversaire, Mehdi. Merci beaucoup, ça me fait trop d'honneur. Voilà, on a fait les choses un peu à l'envers, mais c'est vrai que moi de mon côté, c'est vrai qu'on a ouvert les perspectives avec les deux derniers invités, Paul Sorare, magnifique, et puis Mathieu Lille-Palette, Opta, fournisseur officiel de data à Sorare, donc c'était aussi important pour élargir le champ et là je trouve avec ton profil d'investisseur financier, voilà, c'est encore un autre point de vue, un autre avis qui peut enrichir la réflexion et certaines positions aussi de manager. Bon, maintenant je te laisse te présenter. Donc comme tu l'as dit, t'es dans tes bureaux, je pense au Luxembourg, mais voilà, donne-moi ton âge, ta situation, tout ce que tu as envie de dire sur toi. Ça marche. Effectivement, j'ai un profil qui tranche peut-être un peu avec tes premiers invités. J'ai 37 ans, marié, 2 enfants, mais j'aime à dire que je suis un enfant de ce monde, quoi. Je suis pas attaché à un endroit géographique. Mes parents sont asiatiques, je suis né en France, j'ai étudié aux États-Unis. Comme tu l'as dit, maintenant je travaille au Luxembourg. Ma femme est polonaise, du coup, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal, d'observer les différentes cultures, de pratiquer du sport sur tous les continents, et ça m'a donné un esprit très ouvert au final. Et c'est une sorte de communauté mondiale que je retrouve quelque part dans Sorare et qui me passionne. Et donc, comme tu l'as dit, je suis maintenant au Luxembourg. C'est fait depuis une quinzaine d'années
quasiment, parce que à l'époque j'avais le choix quand je finissais mes études ou d'aller en Californie, mais ça faisait un peu loin, ça faisait déjà quelques années que j'étais aux États-Unis, ça faisait loin de ma famille. Je pouvais rentrer à Paris, mais pour le coup je trouvais que ça faisait trop près de la famille, donc le bon compromis c'était le Luxembourg, et donc ça fait une quinzaine d'années effectivement que je travaille dans la finance, où j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de dossiers de start-up passer, mais aucune n'était aussi prometteuse que ce que présente Sorar depuis 2018. Donc voilà l'angle qui m'a le plus intéressé au départ. Donc originaire de Paris, si j'ai bien compris. Ouais, je suis né en région parisienne, rien à voir avec ma passion footballistique qui est plus au sud de ce même pays, mais je ne peux pas renier mes origines, je suis de la région parisienne. Ouais. Quand tu dis passionné de sport et que tu as l'opportunité de le pratiquer un peu partout, c'était du foot ou d'autres sports? Le foot en majorité, mais j'adore le tennis, j'ai adoré la NBA comme toi quand j'étais aux États-Unis. Moi, c'était du côté de Philadelphie, chaque toi c'est plutôt Orlando, et voilà un peu les sports auxquels j'étais le plus attiré. Et donc, tu parlais de tes passions et donc du foot. Comment est-ce que tu as évolué justement? Qu'est-ce qui t'a fait atterrir dans Sorar? Parce que comme tu dis, tu as vu pas mal de projets start-up et tu viens de dire que aucun projet n'a jamais été aussi prometteur que Sorar. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que quand j'étais vraiment au cœur de ce métier de la banque, des dossiers passaient tous les jours, toutes les semaines. Et forcément, on regarde les chiffres d'abord. On parle de retour sur investissement, on parle de profitabilité. Et dans ces cas-là, on compte en années en général. Et ce n'était pas du tout un frein. Nous, du point de vue de la banque, on y est préparé. On sait que c'est ce à quoi il faut s'attendre. Et ça n'enlève en rien l'attrait d'un projet. Pour le coup, j'entends sur différents podcasts Nicolas Julia qui dit « Nous, dès la première carte créée, on a créé du profit. » Et alors là, forcément, ça attire l'attention. Tu dis « Ouh, il y a un truc qui est différent ici. » Et tu commences à t'y intéresser et tu te rends compte qu'effectivement, eux ont beaucoup moins de contraintes que la plupart d'autres startups. Il n'y a pas de problème d'inventaire, il n'y a pas des problèmes de loyer démesuré aux quatre coins du pays. La team est petite, grandit vite, mais sait très bien où elle va et donc parle de profit dès la première carte créée. Donc il y avait beaucoup de signaux qui tournaient au vert d'entrée et ensuite le fait qu'ils aient trouvé un positionnement très intelligent là où personne n'avait été avant, c'est-à-dire entre les cryptos, entre le côté collection, entre le côté fantasy. C'était un milieu qui était encore à découvrir et qui était très très prometteur vu que évidemment ça arrivait à un moment donné où les cryptos faisaient la une de l'actualité, montraient un potentiel encore jamais vu et suivait derrière le boom des NFT. Du coup voilà, ça c'était un peu le cocktail parfait pour intéresser tout investisseur et moi le premier. Quel est ton background justement? Donc tu dis professionnel de la finance, c'est comme ça que je t'ai présenté, que tu t'es présenté, mais que fais-tu exactement? Écoute, j'ai commencé dans la finance, non pas parce que c'était forcément ma passion, mais pour être honnête, mon frère me disait à l'époque, si tu veux un job à la fin, être tranquille, va dans la finance, dans la compta. Donc je suis allé, Et effectivement, ça m'a donné beaucoup de débouchés. J'ai vite compris comment ça fonctionnait et j'ai travaillé mes premières années dans la banque, dans ce côté investissement, dans ce côté financement de start-up. Et c'était passionnant. J'ai donc fait mes premières armes et j'ai vite compris un peu comment fonctionnait cette industrie. Mais derrière, à force de mûrir, à force d'expérience, j'avais besoin de challenge qui était plus en ligne avec ma personnalité et pas juste ce que je faisais. Je pouvais plus me contenter d'une fonction où j'étais compétent, mais je voulais faire quelque chose qui était en ligne avec qui j'étais moi, dans ma personnalité, dans mes valeurs. Et donc j'ai évolué vers quelque chose de plus humain. Je suis devenu formateur, je suis devenu coach professionnel et c'est ainsi derrière qu'on m'a embauché en tant que change manager, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises, qu'elles soient petites, grosses, start-up ou multinationales, lorsqu'elles se transforment, que ce soit digitalement ou lorsqu'elles connaissent des croissances fulgurantes, comme ça peut être le cas aujourd'hui de Sora. Et dans ces cas-là, se posent les questions de OK, comment on grandit, comment on s'assure que la culture est bonne, comment on s'assure que la collaboration existe, surtout quand on devient multinational, comment s'assurer que les équipes se parlent, qu'il y ait une cohérence à travers les pays et la stratégie. Et donc, c'est en ça que j'interviens et je trouve que à force de travail, je suis arrivé à un rôle qui me convient et qui me passionne. Au-delà de ce que je sais faire, c'est qui je suis. Très belle présentation. On en reviendra de toute façon un peu plus tard, justement, par rapport à ton expérience en tant que change manager et coach professionnel pour avoir ton avis sur plusieurs aspects de Sorar. On en a parlé, mais comment est-ce que tu as connu Sorar? Parce que quand je regarde ta date d'inscription, elle date quand même, elle est assez récente, elle a moins
d'un an, le 10 octobre 2021. Donc t'as mis quand même du temps à connaître ce jeu. Comment ça s'est déroulé? Alors, l'histoire va ressembler à celle d'un de tes derniers invités, c'était Desglingo, qui était à fond et qui est toujours à fond dans MPG. C'était notre cas avec moi et mes amis de l'époque. On a fait 10 ans, je crois, de MPG, où la rivalité était incroyable, et où l'expérience était géniale et très novatrice, dans le sens où il connectait le fantasy à la réalité, et tu te prenais de passion pour des équipes qui jouent la relégation, alors qu'avant, tu les regardais pas. Et j'ai mis du temps, effectivement, à arriver vers Sorare, qui réunissait un peu les mêmes ingrédients, mais à un autre niveau. Pourquoi j'ai mis du temps? Parce qu'au départ, dans la presse et dans les différents sites internet, je voyais parler de Sorare, mais tout ce que je voyais, c'était des images style Panini, et on disait que voilà, c'était un peu le Panini 2.0. Et moi, j'allais pas plus loin que ce titre-là. Je me disais pas, effectivement, qu'il y avait une utilité à ces cartes, à ces nouvelles cartes. Donc, ça ne m'avait pas encore attiré au point d'y mettre les mains dedans. Il a fallu que mon ami Ben, qui est celui qui avait démarré MPG pour nous, nous a dit, écoutez, il y a ce projet qui vient de générer tant d'investissements, qui a pour investisseurs des gens tels que, on les connaît, quoi, les investisseurs au Japon, ou Xavier Niel, des ambassadeurs comme Antoine Griezmann, Gérard Piqué, des noms qui parlent, des investisseurs qui sont vraiment bien réputés sur le marché, et j'y connais quelque chose. Et donc, ça m'a fait dire et penser, ok, il y a quelque chose de solide. Et c'est là que je m'y suis intéressé. Et je me suis dit, comme ton invité Paul, d'il y a quelques semaines, pour connaître le produit, il faut que je mette les mains dedans. Du coup, j'ai investi. Je parle vraiment d'investissement. Je parle pas de gambling. Je sais pas si on y reviendra, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai investissement dans les critères que je connais. Et du coup, j'y ai mis mes propres sous pour connaître l'expérience Sorare, pour voir si effectivement on peut parler d'un rendement, pour voir si effectivement on peut parler d'une croissance pérenne pour cette entreprise, et connaître le potentiel total. Et là, au bout d'un an, je suis même pas sûr qu'on ait compris le potentiel total de cette entreprise. Puis, de manière secondaire, avec les amis, j'y joue, c'est-à-dire que je fais le SoFi, je fais un peu de trading, je cherche des pépites, etc. Mais moi, c'est secondaire, vraiment. Je suis vraiment pas assidu pour tout ce qui est training, tout ce qui est pourcentage. Je devrais, forcément, j'en ai entendu plein qui disent, c'est crucial, et je le sais, mais ça prend du temps. Et moi, c'est plus l'angle financier, investissement qui me botte, et c'est là-dessus que j'y passe mon temps. Ok, c'est clair. Donc 10 octobre, c'était après l'annonce de la deuxième, l'énorme deuxième levée de fonds, en fait, la série B. Exactement. C'était après ça, c'était après les limited. C'était une phase très excitante pour la boîte, où les news s'enchaînaient semaine après semaine, où une vague de managers arrivait, et effectivement, c'était une période très intéressante. Et moi, ça peut paraître paradoxal, mais à ce moment-là, quand c'était une certaine hype de Sorare, je me disais, j'ai hâte de connaître le creux. Donc, ça peut paraître très paradoxal ce que je raconte, parce que j'ai beau y mettre mes sous, je me disais, j'ai hâte de voir le premier creux, le prochain creux, voir comment les gens vont réagir, comment les managers qui n'ont pas tant de fonds que ça vont réagir, comment l'entreprise va réagir. Et j'ai eu quelques réponses au fur et à mesure. Et en ce moment, on vit un creux en termes de crypto. Je trouve beaucoup de réponses. Donc, passionnant cette dernière année, que ce soit à travers le jeu ou à travers le cycle qu'on peut connaître dans la crypto ou dans la croissance de l'entreprise. Écoute, pour terminer ta présentation, il y a tellement de sujets là qu'on va pouvoir aborder. Quelles sont tes passions principales? D'un point de vue personnel, moi j'adore évidemment le foot, c'est ce qui viendra en premier, mais derrière, très vite derrière, tu trouveras tout ce qui est business, comme tu as pu l'entendre, mais aussi tout ce qui est culturel, à travers mes voyages, les différents continents que je connais, mes origines. J'adore les différents pays, j'adore rencontrer des gens différents, j'adore pratiquer le sport avec des gens différents. J'aime beaucoup la technologie, et donc dernièrement, Sorare s'est inscrit dans le top de mes passions, quoi. C'est très clair. On va quand même avant d'aborder tout l'aspect évidemment financier, on va peut-être passer un peu moins de temps sur ce sujet-là qu'avec d'autres invités, mais connaître quand même un peu ton évolution en tant que manager. Donc comme je l'ai dit précédemment, tu t'es inscrit le 10 octobre 2021. Ta galerie aujourd'hui, même si on conseille de pas regarder souvent, et lors de la préparation, tu me dis ça fait un bon bout de temps que j'ai pu regarder, donc je te le dis au cas où tu ne le saurais pas. Elle vaut un peu plus que 36 Ethers, $58 000, donc au 13 juin. Comme tu dis, on vit un creux pour le moment. Combien tu as investi dans le jeu? Alors j'ai investi par vague, parce que c'est un des conseils qu'on donne en investissement. Je me le suis appliqué à moi-même, c'est-à-dire que quand c'est un peu imprévisible, comme le marché de la crypto peut l'être, pour investir petit à petit, histoire de lisser ton investissement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec 5 000 €, je crois, au début. J'ai vite rajouté 5 000, et à chaque creux, je suis re-rentré. Et dernièrement, j'ai re-rajouté 5 000. Au final, je crois que j'ai dû investir
d'investir à peu près l'équivalent de 30 000 euros. Qui est quand même un montant assez conséquent. Ta stratégie, donc on a un tout petit peu parlé avant, donc c'est quoi? C'est un peu de trading, un peu de pépite, un peu d'SO5, un peu de tout, ou bien plus SO5 pour le moment? Eh ben, je crois que j'ai une évolution un peu classique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on rentre dans Sora, on a cette culture de la pépite, un peu de se dire je vais trouver le prochain Mbappé, le prochain Haaland, le gars qui joue pas encore et qui va exploser sous mon management. Et donc j'ai commencé comme ça avec des joueurs que tu connais très bien. On parle de Jérémy Doku ou des Cherki ou des gars qui étaient un peu sur les bancs de touche mais qui étaient promis à exploser très vite. Et du coup j'avais très peu de rendement, c'est-à-dire qu'ils jouaient pas souvent et j'avais peu de reward, mais je le savais très bien parce que je voulais jouer un peu le côté long terme. Et ensuite, à force de gagner mes premières rewards, je me suis dit c'est quand même bien d'être performant. J'ai changé un peu de stratégie et j'ai commencé à prendre des joueurs plus matures. Et j'écoutais ton podcast où tu disais que t'aimais bien les vieux, les Dimitri Payet, les vieux et les blue chips. Voilà. Exactement. Et du coup, c'est sur tes conseils que j'ai commencé à m'y intéresser. Et effectivement, les rewards sont arrivés plus nombreux à partir de janvier. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une galerie plus sympa avec des rewards plus régulières, un rendement plus intéressant. Et depuis, du coup, je dirais 2-3 mois, à force d'écouter d'autres podcasts qui étaient notamment faits par des invités que tu as eu, je parle de The Do, je parle de Torque ou de la Belge. Marie. Exactement. Je me suis orienté derrière vers la D3, c'est-à-dire que je voulais rester en champion, qui était un marché, je parle de marché, plus prévisible, plus stable, plus solide. Parce qu'après avoir testé U23, avoir testé Challenger, t'as beaucoup moins de visibilité. Un transfert, ça peut te faire capoter ton investissement, ou en tout cas te faire perdre 30% rapidement. Ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut comprendre. Mais du coup, quand t'es investisseur, forcément, ce que tu vas chercher en premier, c'est de la stabilité, c'est de la prévisibilité. C'est limiter les risques. Du coup, en champion, tu l'as plus qu'ailleurs. Et du coup, je préfère rentabiliser mes cartes champion en faisant de la D4 et de la D3, histoire de pouvoir toutes les utiliser. Et donc tu as parlé de ton évolution de stratégie et tes objectifs actuels, c'est quoi? C'est D4, D3, Champion principalement et le restant de tes cartes. Donc tu as 38 cartes rares, 5 cartes super rares et c'est vrai que tu as quasiment, quand je regarde, t'as quasiment que des joueurs Champion Europe. Tu as de quoi aligner, je pense, une équipe en Challenger, ouais, avec Shakir, le défenseur truc, le vieux Pep, Gravenberg, à voir s'il pourra être titulaire, et puis le duo d'attaquants Evan Nilsson, Sébastien Haller. Et non, Gravenberg, c'est fini, c'est signé au Bayern. Ouais, c'est ça, donc ouais, c'est vrai. Et donc lui, c'est fini, tu l'oublies de la Challenger. À voir Haller s'il va pas prendre le même chemin. Je ne le souhaite pas, ni pour toi ni pour moi. Et par contre, tout le reste en champion, tu as Mandanda, Anthony Lopez super rare, Chechny, Green, à voir s'il va pas être tradé, parce que je sais pas s'il va jouer à Saint-Étienne en deuxième division. Et puis en défenseur, ouais, tu as Wesley Fofana qui revient de blessure, des Marquinhos, Saliba, De Ligt. Donc t'as quand même des bons joueurs, de quoi avoir des beaux résultats. Au milieu de terrain, Aouar, Declan Rice, Paqueta, Kulusevski, Milinkovic. Cacré super rare, ça risque d'être très très intéressant la saison prochaine. Goretzka en rare aussi. Et alors en attaquant c'est du lourd aussi. Neymar, Vinicius, Ben Yedder en super rare, Bamba Dieng en super rare aussi. Tu as Luis Diaz. T'as de quoi vraiment faire des beaux résultats la saison prochaine en champion. Et tes objectifs, finalement, en tant qu'investisseur, quels sont-ils? Parce que là, c'est la première fois, disons, que j'ai un invité vraiment avec ce profil-là. Donc, on voit clairement avec ton passé de passionné d'MPG qui a quand même ce côté fantasy, pépite, manager qui est présente. Mais c'est vrai que quand on dépose une somme comme 30 000 euros, même si elle est lissée dans le temps, on attend clairement un retour sur investissement. Donc, quand tu regardes Sorare aujourd'hui, on va en parler un peu plus tard, donc on est clairement dans un creux du marché. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton investissement d'ici, je sais pas, 6 mois, 1 an, voire 2 ans? Quel est ton sentiment actuel? Mon sentiment est très positif et très serein. Je suis pas du tout stressé de voir le TH qui tombe, au contraire. Parce que quand je vois le TH qui tombe, mais que la courbe de manager qui entre dans Sorare continue d'augmenter, ça me fait dire que Sorare est plus solide que le marché de la crypto. Et ça, en tant qu'investisseur, ça me donne beaucoup de confort. Ça me fait dire, ok, il faut du temps pour que les gens s'adaptent. Je vois une certaine panique parmi les récents managers qui sont rentrés
rentrer, ceux qui ont peut-être un peu moins d'expérience, à se dire est-ce que je suis en train de tout perdre ou non. Mais pas de panique. Au contraire, il faut regarder comment les différents marchés s'ajustent. Et c'est en ça que j'ai remarqué, et c'était passionnant, que selon la rareté de la carte, le marché était différent. C'est-à-dire que plus tu montes en rareté, plus tu as tendance à trouver des gens qui ont une vraie expérience dans le monde de la crypto, voire qui sont là dans le jeu depuis un certain moment et qui du coup paniquent moins avec des cartes dont le prix s'adapte et fluctue pas complètement en parallèle à l'ETH, mais avec une certaine cohérence. À l'inverse, plus tu descends en rareté jusqu'au limited et plus tu ressens cette panique, plus tu ressens des marchés qui fluctuent fortement et qui du jour au lendemain peuvent perdre énormément en valeur comme ils peuvent gagner énormément en valeur. Ça me rappelle exactement l'évolution des startups en fait. Une startup qui vient d'arriver, qui est risquée, va fluctuer énormément dans sa valorisation et peut du jour au lendemain être banqueroute quand tu as des entreprises plus stabilisées et qui sont beaucoup plus solides aux fluctuations du marché. Donc je retrouve beaucoup d'analogies faciles à faire qui me parlent forcément et qui me font dire ok, selon où je me place dans ce jeu, je trouverai comment placer au mieux mon investissement pour trouver le rendement que je cherche. Maintenant, quand je suis dans ce rare et que j'ai mis 30 000 euros, je me dis pas dans un an, je veux avoir 60 000 euros. C'est pas mon objectif. Quand j'ai mis 30 000 euros, je me suis dit, je veux voir si ce produit est viable. Si effectivement, tu peux espérer un retour. Si effectivement, c'est un projet qui est solide. Et si je perdais ces sous, je les perdais. C'était, comme tout le monde te l'a dit avant, il faut pas jouer avec de l'argent dont tu as besoin pour payer ta maison ou quoi. Si tu les mets, tu sais qu'il y a un risque. Et donc, je voulais voir si ce risque était avéré et que j'allais tout perdre, ou si au contraire ça allait croître, ou si ça allait se stabiliser. Donc après une petite année d'expérience, j'ai mes réponses. Je sais qu'effectivement c'est suffisamment solide, si tant est bien que tu connais suffisamment le foot, si tu connais suffisamment le marché de la crypto, si tu comprends un peu la psychologie des investisseurs, tu peux te placer au bon endroit. Après il y a le risque comme dans tout marché, c'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, t'achètes des joueurs qui n'ont aucune perspective, si tu te places dans la mauvaise division, si tu fais des mauvaises offres, t'as aucun rendement et c'est logique, c'est normal. C'est la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché. Et c'est en ça que je trouve des signaux très sains. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui gagne. C'est pas à tous les joueurs qu'on promet 20% de rendement, qui que tu sois et quelle que soit la carte que tu achètes. Il faut y aller avec une vraie réflexion, une vraie stratégie pour derrière déboucher sur les objectifs que tu t'as pu te fixer en tête. Et justement, quels sont tes objectifs à toi? Parce qu'on sait très bien que les traders, par exemple, à partir du moment où ils rentrent dans un projet, ils ont une stratégie propre à chaque projet en définissant, par exemple, des paliers. Voilà. J'atteins ce palier-là, je ressors X% et puis je laisse courir le reste et puis au fur et à mesure où ça monte. Bon là c'est différent parce que c'est évidemment un jeu. Mais toi, quelle est ta stratégie par rapport au montant que tu as investi? Est-ce que tu es là pour le long terme, le très long terme, ou bien tu t'es fixé un certain cap au niveau de la valorisation par exemple de ta galerie pour me dire là à ce moment-là je c'est peut-être là que je vais te surprendre, c'est que mon objectif n'est pas financier, c'est-à-dire que j'ai beau être dans la banque, beau être dans l'investissement. Cet investissement, c'était plus pour tester le produit, pour le connaître, pour apprendre. Et si aujourd'hui, il est liquidé, il est liquidé, je l'ai perdu. Mais il n'a pas été liquidé, il continue de croître et aujourd'hui, il a atteint un niveau où je me dis, c'est bon, le produit est solide et du coup, mon objectif, pour être tout à fait transparent avec toi, c'est d'intégrer Sorare, d'être recruté et de travailler avec eux afin d'écrire l'histoire avec un grand H de l'intérieur et non plus comme un joueur, mais vraiment comme un acteur de cette entreprise. Et c'est en ça que du coup, je me vois parfaitement derrière, dans le court terme ou moyen terme, liquider cette galerie, rejoindre l'équipe et apporter ce que je sais faire. Et, carrément. Et ouais, c'est ça. C'est mon objectif et c'est mon parcours qui tranche peut-être un peu avec ce que tu as pu attendre avant, quoique tu as eu Tekoma, tu as eu Paul, qui ont des parcours qui m'ont beaucoup parlé. Mais la différence, c'est que j'ai 37 ans, je vis très bien, je suis très à l'aise avec ma femme, on gagne très bien nos vies, j'ai aucune gêne par rapport à ça. Et aller chez Sorare, ce serait un bouleversement total de cet équilibre. Avec mes enfants qui vont à l'école, avec ma femme qui est ici, on habite à la frontière du Luxembourg, ça changerait tout. Mais après avoir fait mon étude de ce cas, après avoir fait mes expériences avec mon investissement, après avoir fait mes recherches et cette petite tournée médiatique, ma conclusion est claire. Je sais que c'est là-bas que je souhaite être et continuer l'aventure. Et je sais que le produit est solide. Je connais leurs perspectives de développement et quelque part, passer dans l'after-foot, c'était aussi une manière de contacter
Nicolas, qui, à ma grande surprise, a répondu à mon appel dès le lendemain, en fait. Donc, c'était super. Du coup, ces conversations existent et ben, j'espère tout simplement qu'elles vont aboutir avec patience, quoi. Et donc voilà un peu mon objectif qui est différent de ce que tu as pu entendre jusque-là, sans doute, sûrement. Mais en tout cas, il est très clair. C'est un sacré coup de pub, là. Bon, disons que les négociations avancent, tu chamboules ta vie, tu te rapproches de Paris ou bien tu es obligé de prendre, je présume, le train de la frontière jusque Paris, aller-retour tous les jours, parce qu'il y a bien Brian O'Hagan qui habite à Bruxelles et qui fait l'aller-retour, je pense, quasiment tous les jours. Dans quel rôle tu te verrais? Alors, c'est en ça que ma casquette de change manager est assez pertinente. C'est parce que j'ai eu affaire souvent à des startups qui grandissaient très vite. Peut-être pas aussi vite que Sorar aujourd'hui, parce qu'ils ont clairement cassé tous les records. Donc, en ça, je peux pas faire genre que je l'ai déjà vu. Mais pour le coup, j'ai vu des startups qui grandissaient très vite et sur plusieurs continents à la fois. Et souvent, on a tendance à négliger le côté culturel, le côté transformation, le côté croissance exponentielle. Et le fait est qu'on va se focuser sur ce qu'on pense devoir faire dans le court terme. Et pour le coup, c'est une entreprise de tech, donc on va recruter beaucoup de profils de ce genre et on risque derrière de se retrouver avec une culture qui sera très spécifique et qui va être très ancrée et très difficile à faire évoluer lorsqu'on sera avec des centaines, des milliers d'employés. Et du coup, ça, ce sont des choses qu'il faut s'assurer de faire bien, de faire de manière optimale dès le début. Parce que en tant que change manager, je peux te dire qu'il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une culture. Et connaissant ton expérience un petit peu, Mehdi, je sais que tu as travaillé avec beaucoup d'employés. Quand l'esprit n'y est pas, quand la culture n'est pas bonne, il est facile derrière de se perdre et de ne jamais s'adapter. Et pour réparer ce genre de déviation dans ta croissance, c'est très 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 compliqué. Et j'ai des exemples à n'en plus finir de startups qui ont été très très qui ont connu beaucoup de succès, mais qui ont derrière tout perdu parce qu'ils ont négligé ce côté culturel, qui ont négligé ce côté transmission de valeurs, qui ont négligé ce côté transmission de partage de connaissances. Et ça, c'est ce en quoi moi je suis spécialiste, ce qui me passionne. Et c'est au-delà de ce qui me passionne, c'est qui je suis. C'est vraiment ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai jamais la sensation de bosser quand je fais ça en fait. Je fais ce que moi j'aime faire et je m'assure que les bonnes valeurs sont appliquées, que la bonne culture est présente, que les gens derrière ont envie de se dépasser pour cette culture, pour leurs copains à droite à gauche, et que une heure en plus pour eux c'est juste naturel, c'est-à-dire que moi j'ai envie de rester pour faire partie de l'aventure, pour voir l'entreprise grandir parce qu'elle m'appartient un petit peu, parce que j'étais là lors des premières histoires, parce que je veux connaître ces traditions, je veux les transmettre, et ça c'est un point qui est très très souvent négligé. Et souvent on fait appel à moi une fois que la boîte a une certaine taille et qu'on se dit c'est bête, on a négligé ça, maintenant faut le réparer et on va dépenser des millions. Et donc ça s'anticipe, on peut s'en passer, on peut faire les choses bien dès le départ. Mais c'est quoi? C'est plus alors le challenge et le fait que c'est une start-up comme tu n'en avais pas vu jusqu'à présent qui te motive tellement à essayer de l'intégrer. C'est le challenge 1, le fait qu'ils aient explosé, comme tu as dit, ils sont passés, je me rappelle quand je m'étais inscrit même début 2021, je me suis inscrit je crois le 30 décembre 2020 et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Sorar, à la boîte début 2021. Ils étaient un peu plus d'une dizaine, je crois 12 ou un truc du genre, et puis oui, en un peu plus d'un an, là ils sont un peu plus de 100 je pense, ils visent 200 jusqu'à la fin, d'ici la fin de l'année. Donc comme tu dis, c'est une croissance exponentielle, et c'est ça qui t'attire, c'est le fait d'avoir une fusée là dans le monde des NFT, du sport, des cryptos, un peu à l'intersection de pas mal de tes passions qui te motivent? Pas forcément, ça c'est un élément, mais le côté fusée, c'est un terme que j'aime bien. Terme fusée, j'en ai vu beaucoup. Des fusées, je n'ai jamais pensé par le passé intégrer une de ces fusées parce que je voulais construire ma stabilité, je voulais construire ma famille, je voulais construire une situation, une vie. Et à force de mûrir et à force d'expérience, mes objectifs ont changé. C'est-à-dire que ce n'était plus le salaire qui m'intéressait, c'était plus le titre qui m'intéressait. Ce n'était pas seulement comment je le faisais, mais c'était surtout pourquoi je le fais. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, Sora répond à cette question pour moi. Pourquoi je le fais? C'est un produit en quel je crois. Ce n'est pas juste un produit qui offre du rendement, c'est pas juste un produit qui attire beaucoup de clients, c'est quelque chose auquel fondamentalement je crois. C'est-à-dire que quand je mets ma casquette d'amateur de football ou de sport, je vois les sensations décuplées qu'il procure, avec pourtant un business model relativement très simple. Ce sont des cartes dans un jeu de fantasy, mais malgré tout, il te fait vivre des sensations, et tu l'as vécu comme moi, que tu pensais pas vivre avec des joueurs que tu ne connaissais pas, dans des divisions que tu ne connaissais pas, que tu ne suivais pas. Avec des joueurs d'équipe qu'on n'aimait pas non plus. Ouais, exactement. Tout ça, et tout ça sont des dimensions qui me font croire que, ok, c'est ça le futur, il est là, et c'est plus qu'une fusée, c'est un astéroïde sur lequel je veux y mettre mes pieds et je ne veux plus lâcher. Et il répond à tellement d'autres questions, c'est-à-dire que en tant que financier, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à l'économie et le foot, un des problèmes récents depuis quelques années, c'était la baisse d'audience sur les différentes divisions, différents pays. Tu voyais les droits en France qui baissaient, Mediapro qui partait en vrille, en Italie ça baisse, même en Angleterre ça pouvait être négocié. Et là, de vivre un produit, d'expérimenter un produit qui te donne envie de voir des matchs différemment, de les vivre différemment, avec un engagement décuplé, je me disais, mais là tu as une partie de la réponse. Tu y trouves des réponses que des diffuseurs et beaucoup d'autres acteurs dans cette industrie ont cherché depuis très longtemps. Donc ils ont essayé de chercher et de trouver d'autres réponses, c'est-à-dire on va vous donner des highlights, on va vous donner des résumés beaucoup plus rapidement disponibles, mais on voyait que malgré tout, les dernières générations n'accrochaient pas. On voyait que les audiences continuaient à baisser. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à observer tes invités qui font souvent partie de la dernière génération, X, Y, Z, et qui te disent, mais moi aujourd'hui, je regarde 10 fois plus de foot parce que j'ai Sora, parce que j'ai un joueur qui joue à Moucron et qui va jouer contre, je sais pas, Bruges. Et ensuite, une fois que ça c'est fini, bah, je regarde la K-League, la J-League, et là, tu te dis, ok, il y a un événement quasi sociétal qui est en train de se passer avec des réponses qu'on a longtemps cherchées, qui impliquent des milliers d'acteurs, et que au final, ben voilà, cet astéroïde est en train de passer très vite et est en train de semer des réponses pour ceux qui prendront le temps de se ramasser et de les lire. Et là, pour le coup, ben, j'ai pris le temps, et c'est ce que je t'ai dit, hein, depuis un an que j'expérimente, je me dis, mais voilà, là, t'as quelques réponses. Là, t'as un bout du futur qui est devant toi. Il y a quelque chose qui se passe, et si tant est bien que l'entreprise grandit comme il faut, avec la culture adéquate, ben, je vois pas trop ce qui va le ralentir, cet astéroïde. J'y vois que des promesses. Tu disais tout à l'heure que Sora n'était pas du gambling. Est-ce que tu peux développer ce point-là? Je vais me permettre une petite dédicace à un des membres de l'After, sans le nommer parce qu'il aime bien rester discret, mais je lui avais demandé un jour c'était qui le meilleur entre Modric et Pogba. Et c'est quoi ton avis d'ailleurs? C'est pas la même génération, mais si tu me dis qui est le meilleur là cette saison, bah, je vais te dire Modric. Voilà. Et lui, il s'était moqué de moi. Il m'a dit mais les deux, jamais je les mets dans la même phrase. Et ça, c'est une phrase qui m'était restée, qui me dit ça comme ça, parce que je me dis au final, mais Sora et le gambling, jamais je les mets dans la même phrase. Ça n'a rien à voir. Et ça, pour le coup, je remets ma casquette de financier pour te le dire. Le gambling, je sais ce que c'est. Je l'ai expérimenté aux US, que ce soit à Atlantic City, à Las Vegas. Le gambling, pour faire très simple, c'est ok, tu mises rouge, tu mises noir. Enfin, disons que tu mises rouge, si c'est noir, t'as tout perdu. Tu fais du poker, t'as une paire d'as, si devant t'as un volant, t'as tout perdu. Aujourd'hui, si je mise sur, disons, Modric, il fait un mauvais match ce week-end, mais j'ai rien perdu. Modric, il est à moi. La carte reste à moi. Il a juste raté une performance. Rien ne te dit que la performance d'après ne sera pas bonne. Et rien ne te dit que celle d'après sera pas encore meilleure. Et donc, en ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Donc, le gambling, c'est tu peux tout perdre d'un instant à l'autre. Et là, pour le coup, je parle d'investissement. Et vu que Antoine Griezmann fait partie des ambassadeurs, tu peux le regarder lui comme un exemple un peu. Lui a investi dans les chevaux de course, par exemple. Et ça, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus comparable. C'est-à-dire qu'un cheval de course, on va parler d'investissement. Lui-même le dit. C'est un investissement et je suis d'accord. Dans le sens où il peut rater une course ce week-end. Mais le cheval t'appartiendra toujours. Tu pourras continuer à l'améliorer, à faire en sorte qu'il court plus vite, qu'il saute plus haut. Et peut-être dans un mois, c'est lui qui gagnera la course. Et le cheval t'appartiendra toujours jusqu'au jour où tu le vends. Et donc là, c'est pareil. Les cartes t'appartiennent. C'est ton portefeuille. C'est ton management. C'est toi
toi qui le gères. Donc c'est pas ok, je parie ma maison dessus et si la performance n'est pas bonne, j'ai tout perdu. C'est quelque chose de long terme, si tant est que tu tiens à ton investissement, que tu le gardes, ou tu peux très bien y faire du court terme aussi, ça n'empêchera pas que ce n'est pas du gambling. Ouais, sauf que tu as, je vais faire l'avocat du diable pendant tout ce sujet, mais sauf que voilà, un cheval peut se blesser et mettre fin malheureusement à sa carrière de cheval de course ou de jumping. C'est vraiment la chose la plus redoutée chez les propriétaires de chevaux. Et au football, ben oui, t'as un joueur qui se fait les croisés, mais déjà là il est un peu plus fragile. Il y en a pas énormément des joueurs qui reviennent au top niveau après s'être fait les croisés. Heureusement il y en a, mais il y a des chances aussi qu'ils se refassent les croisés derrière, et puis finalement tu as une carte, et dans le cas de Sorare, une carte qui n'a pas beaucoup d'utilité, surtout si le joueur n'est plus tout jeune, son prix diminue. Un Florian Wirtz par exemple, ou un Ansu Fati, quand ils étaient solidement blessés, Wirtz et les croisés, Ansu Fati c'est quand même plusieurs grosses blessures les unes derrière les autres, ils ont perdu de la valeur, c'est certain. Maintenant ça n'a pas été divisé par deux quand je prends la valeur des cartes rares. Pas des cartes limitées, mais des cartes rares, parce qu'ils sont encore très très jeunes. Maintenant, si le joueur a 30-31 ans, c'est quand même plus compliqué. Et puis l'autre risque aussi dans Sorare, c'est que quand t'as un joueur qui part dans un championnat exotique, voilà, tu as toujours la carte, mais malheureusement, si c'est un gros joueur asiatique ou challenger qui part dans un championnat exotique qui n'est pas couvert, malheureusement là, c'est peut-être même pire qu'une énorme blessure, quoi. T'as le prix qui chute, mais c'est vrai, ça devient pas zéro, mais quand même, c'est quand même une grosse perte par rapport à la valeur peut-être initiale. Quand bien même ça tombait à zéro, ça n'en fait pas du gambling. C'est-à-dire que même dans les marchés traditionnels, j'ai oublié. Tu feras face au même risque, c'est-à-dire que tu peux investir dans des entreprises qui font partie du CAC 40 et qui du jour au lendemain ont disparu. Et je te parle d'expérience, j'en ai vu des entreprises paraître qui semblaient être intouchables. On fait un peu partie de la même génération. Il y avait Enron dans les années 90 qui 6 années de suite était élue entreprise la plus innovante par le magazine Forbes. C'était un truc incroyable. Et du jour au lendemain, elle a perdu à peu près 98% de sa valeur parce qu'on y a découvert des scandales, on y a découvert des malfaçons, et ça pour le coup je préfère un Wirtz qui s'est fait les croisés qu'un Enron ou qu'un Lehman Brothers plus récemment qui perd tout de sa valeur du jour au lendemain et qui ne s'en remettra jamais, qui ne s'en est jamais remis. Du coup ces risques-là, c'est pas le fait que ça puisse tomber à zéro qui va définir si oui ou non c'est du gambling. Ces risques-là, tu dois juste en prendre conscience au moment où tu y mets tes sous. Ça, une fois que tu as conscience des risques, libre à toi d'y rester ou non, mais ça ne définit pas le côté gambling ou non. T'es souvent sur Twitter? De plus en plus, effectivement, c'est un compte que j'ai mis en place en même temps que mon compte Sorare, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'informations tombaient sur Twitter avant, que c'était souvent là que l'exclu tombait. T'as dû remarquer qu'il y a de très nombreux messages pour le moment, ça fait quelques semaines, mais là, je trouve qu'il y en a de plus en plus, et on peut faire le parallèle évidemment avec le marché pour le moment, que ça soit la bourse, comme il y a pas mal d'incertitudes, voilà, au niveau, on va pas y revenir, on va pas aller dans le détail non plus, mais tout ce qui est géopolitique, certaines pénuries de produits, inflation, stagflation, le marché des cryptos là qui morfle quand même de manière continue depuis plusieurs semaines. Donc de facto, il y a aussi, et puis ça on peut rajouter le fait que c'est la trêve au niveau des championnats européens, à part pour le moment juste la Ligue des Nations, et encore il y a tellement de turnover que c'est pas facile. Donc il y a eu quand même une grosse chute au niveau du marché. Quel est ton avis par rapport à ça? Parce que tout au début là du podcast, tu me disais que pour toi c'est une opportunité d'investir. C'est vraiment le cas? Qu'est-ce que tu dirais toi à la plupart des personnes là qui sont en train de stresser par rapport à la chute de la valeur de leur galerie par exemple? Je comprends le sentiment de panique souvent sur des galeries modestes quand il y a mis quelques sous, et souvent dans une rareté comme la limited, tu vois des fluctuations qui te poussent à te dire est-ce que j'ai pris la bonne décision. Ça je le comprends, ce sentiment, et c'est logique. Et à nouveau c'est pareil quand tu essaies d'y mettre 100 € sur le marché de la bourse de temps en temps en fin de mois, et que tu vois que voilà, c'était une start-up qui n'était pas forcément stable, et tu vois la valorisation qui bouge très vite. Donc ce sentiment-là, je le connais. Cela dit, le conseil quand tu es en banque reste le même, c'est-à-dire on donne le même à tout le monde. Au-delà de dire tu n'investis que ce que tu es capable de perdre,
on vous dit 2 conseils. Le premier, diversifier. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. J'espère que vous n'avez pas tout mis dans Sora, vous n'avez pas tout mis dans une seule rareté, vous n'avez pas tout mis dans une seule équipe, ou encore pire, vous n'avez pas tout mis dans un seul joueur. Donc ça, c'est premier conseil. Deuxième conseil, c'est quand on commence un investissement, quel qu'il soit, ce qui définit aussi un investissement, c'est le terme sur lequel tu te projettes. Et un investissement, c'est du long terme. Il faut ignorer les mouvements baissiers comme haussiers qui sont sur le court terme, qui peuvent te faire derrière paniquer et te faire retirer des sous, qui t'a validé des pertes. C'est pas la bonne solution. Du coup, il faut toujours se dire, ok, j'y ai mis mes sous quelque part. Oublie-les quelque part. Dis-toi, ok, ça c'est dedans et je le sors que dans X, dans un horizon, je ne sais pas, définis le taux avant d'y entrer, 6 mois, 1 an, 10 ans, mais ne panique pas sur ce qui se passe pendant cette période-là. Et donc, ceux qui paniquent sont ceux qui étaient peut-être pas préparés avant d'y entrer en se disant moi dès que j'ai une plus-value je la fais, et au final ils se rendent compte que on est dans un moment du cycle où ça baisse et se disent je panique et j'ai pas pris la bonne décision. Et du coup il faut prendre du recul, se dire qu'effectivement à court terme, voire même depuis quelque temps, on est dans un moment où le marché de la crypto baisse rapidement, mais c'est une opportunité justement pour voir quels sont les projets les plus solides. Et s'ils font ça, s'ils prennent ce recul, ils se rendront compte qu'il y a de quoi être serein au final. On en voit plein des projets crypto qui au final n'ont pas survécu parce que il y a eu une baisse. Et c'est Nicolas justement sur Twitter qui disait c'est quand la marée se retire qu'on voit qui était en train de nager nu. Et écoute, on voit que Sorare était bien habillé parce qu'ils sont là et que la courbe d'entrée des managers est encore solide et qu'il y a des perspectives à venir pour cet été qui te font penser que ça va être encore plus solide. Du coup, moi je leur dis ok, prenez du recul, ne regardez pas que le court terme parce que sinon c'est vrai qu'il y a de quoi paniquer. Voyez plus long terme, voyez où l'entreprise va, comment elle est en train de passer les différents creux, parce que ok, moi je suis là depuis 1 an, mais pour toi qui as depuis plus longtemps, il y en a eu d'autres des creux dans la crypto, il y en a eu d'autres, des moments où on s'est dit mais est-ce que ça va pas cracher tout court, et pourtant Sorare est toujours là, et Sorare est toujours plus fort, avec des partenariats plus internationaux, avec une équipe qui grandit, avec une profitabilité qui montre, des projections de vente qui décuplent, un staff qui fait x10, x20 en 1 an, et tout ça c'est plutôt ces signaux-là que je regarde, plutôt que tu la courbe de regardes souvent la courbe des managers, donc les nouveaux entrants. Oui, celle-ci me paraît plus importante que la courbe de l'ETH. Et pour le moment, elles se croisent. Il y en a une qui va vers le bas quand l'autre va vers le haut. Et moi, ça me va très bien. Pas de problème. Tant que c'est dans ce sens-là. Ouais, moi, c'est un paramètre aussi. Je crois que j'avais déjà dit dans des émissions précédentes. S'il y a bien un paramètre que je regarde, évidemment, avec ma casquette d'investisseur, pas avec ma casquette de manager, c'est regarder la courbe des managers. Mais tu as une explication qui est tout à fait pertinente. Mais que pourrais-tu répondre aux managers qui disent oui, ok, il y a la courbe de manager augmente, mais qui dit que finalement la valeur de ces cartes-là, c'est la véritable valeur de ces cartes-là, c'est celle qui est affichée ou qui était affichée il y a quelques semaines ou celle qui est affichée aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui connaissent un peu le monde de la crypto, qui ont connu, moi je veux parler pour moi, mais déjà NBA Top Shot, super projet que j'ai découvert avant Sorare, mais qui je pense est quand même plus récent que Sorare, parce que Sorare existe depuis 2018-19, maintenant je sais même plus, mais NBA Top Shot, voilà, ils avaient vu le court terme, il y avait pas mal de cartes qu'ils ont sorties, ces cartes-là avaient une certaine valeur parce que la rareté était encore, je veux dire, honnête, dans le sens où c'était limité, t'avais des cartes limitées à 100, à 200, à 500, à 1000, mais je crois que la pire rareté que tu pouvais avoir au début c'était 5000, et vu qu'il y a eu une grosse hype autour d'NBA Top Shot, l'équipe a choisi de sortir de plus en plus de cartes pour chaque joueur avec des raretés qui passaient 30 000, et là évidemment il y a tellement eu de cartes qui sont sorties que le marché s'est écroulé. Plus récemment, à voir aussi comment est-ce que ça va évoluer, mais en tout cas des projets comme Axie, Infinity ou Steppen qui avaient aussi grosse hype, là aussi les prix, que ce soit des chaussures ou bien de vaisseaux pour Axie, a quand même bien baissé. De quelle manière en fait tu vois l'évolution du marché des cartes? On va prendre les cartes rares, parce que c'est celle que tu connais le mieux, et finalement, moi, la plupart des cartes que j'ai aussi sont des rares aussi. Pourquoi, d'après toi, le prix ne devrait pas être divisé, par exemple, par 5? Est-ce que le prix d'une carte rare, d'un beau joueur, est-ce que la réelle valeur de ces cartes-là ne devrait pas être divisée par 5? Ou bien, pour toi, non, elle pourrait faire encore x2. Puis après, je vais te poser encore une autre question par la suite. Pour le coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce marché est très basique. Effectivement, ça peut varier très fortement. Ce qui me rend serein
serein, c'est que je pense que Sorare a appris aussi, en même temps que moi et tous les autres, de cette fluctuation, de ces mouvements qui créent de l'incertitude, qui créent de la panique. Et on l'a vu notamment au moment de la sortie des Limited, que le marché a eu un gros creux. Les gens n'arrivaient plus à vendre tellement le robinet avait été ouvert. Les gens achetaient, je crois même que la Mbappé Limited, la première, est partie plus cher que la Mbappé rare. Ça, ce sont des événements importants dans la croissance de l'entreprise qui fait qu'ils ont compris. Et derrière, tu vois qu'ils ont régulé le débit des nouvelles cartes. Tu vois que ça s'est lissé et qu'au final, si tu exclus la variation de la crypto, tu regardes en fiat, en euros ou en dollars, tu vois quel joueur garde une valeur relativement stable. Et effectivement, tu te rends compte que plus le joueur est important, je crois que toi tu les appelles les blue chips quelque part, tu vois, c'est les top players. Cela, si tu exclus la variation de la crypto, tu te rends compte qu'en fiat, il reste stable. Il monte quasiment à mesure que le nombre de managers monte, qui est pour moi une croissance saine. C'est-à-dire que c'est la montée de la demande qui va faire croître le prix de ton joueur. Et ça, c'est ça. Et pour le coup, si ça monte de manière stable, ça veut dire que le débit de nouvelles cartes est bon, est cohérent et que les gens peuvent se projeter plus facilement et mettre des prix qui sont cohérents. Par contre, à nouveau, plus tu descends en valeur, en termes de joueurs, en termes de rareté, et plus tu trouveras d'instabilité, plus tu trouveras, comme tu disais, les x5 ou les divisés par 5. Et c'est pour ça que je me suis placé là où je me suis placé, entre D4 et D3, avec les joueurs champions, avec certains top players, certains réguliers, certains vieux, parce que à force d'études de courbe, tu te rends compte que c'est là que tu as le plus de prévisibilité. Et moi, en tant qu'investisseur, c'est ce que je cherche en priorité. Du coup, pour ceux qui disent ça devrait pas diviser par 5, ça devrait pas être multiplié par 5, tu ne peux pas avoir de règles générales pour tout le jeu qui inclut tellement de marchés, tellement de divisions, tellement de joueurs, tellement de conditions différentes. Il peut pas y avoir une vérité générale. Il faut l'appliquer et l'adapter selon ta stratégie, selon les joueurs que tu souhaites avoir et la division où tu veux jouer. Et qu'est-ce que tu répondrais alors? Parce que clairement, je te suis parfaitement quand tu dis que si la demande est plus élevée que l'offre, forcément les prix vont augmenter, ce qui me paraît tout à fait logique. Mais alors, qu'est-ce que tu rétorquerais aux personnes qui disent « Ouais, mais c'est un peu le même principe que pyramide de Ponzi ». Alors, je pose cette question-là, en toute connaissance de cause, parce que c'est un argument qui revient quand même de temps en temps sur l'actualité Sorare et plus spécifiquement sur Twitter. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui font le parallèle entre Sorare et la pyramide de Ponzi? Ça, j'ai bien peur que c'est un peu un phénomène de réseaux sociaux. On sort des termes qui paraissent très techniques et savants, mais qui ne sont pas du tout appropriés à la situation. Définissons en 2 secondes ce qu'est un Ponzi, pour faire simple. C'est quasiment une promesse de rendement, souvent bien au-dessus de ce que tu peux trouver sur le marché, c'est-à-dire, ok, donne-moi 1000, je te promets 1200 dans un mois. Et ce rendement, on te le paye avec l'argent des nouveaux entrants. C'est-à-dire que si toi tu sors, je te donne l'argent de celui qui vient de rentrer. Le problème, c'est que du coup, tu ne l'investis jamais, cet argent. Et puisque dès qu'il rentre, il part par celui qui sort. Quelque part, ce système de Ponzi fonctionne tant que tu as plus d'entrants que de sortants, d'où l'idée de la pyramide. Et si tu veux regarder dans le passé, parce que c'est ce que je fais tout le temps, la plus célèbre des pyramides, c'était celle de Bernard Madoff, dont tu as pu entendre parler. Il a perdu des milliards, 150 ans de prison. Pourquoi? Simplement parce que, grâce à son nom, il était une célébrité énorme dans le monde de la finance. Les gens lui donnaient des sous, mais à gogo, et c'est lui qui disait non, je ne veux pas de tes sous, c'est moi qui sélectionne ceux qui auront le droit d'investir chez moi. Et il promettait 18% de rendement quand le marché, en général, était entre 1 et 2%. Donc, il y avait quelque chose qui clairement clochait. Et effectivement, ceux qui sortaient, mais personne ne voulait sortir parce que tout le monde voulait être Madoff. Mais s'il y en a un qui voulait sortir, il n'avait que l'embarras du choix pour trouver les sous pour payer ceux qui sortaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 2008. Crise des banques, les gens ont eu besoin de leurs sous, cette pyramide s'est inversée. Il y a eu plus de gens qui voulaient partir que des gens qui voulaient entrer. 9 mois plus tard, voilà, suicide des membres de sa famille, port de plainte de milliers de personnes du monde entier parce que son nom résonnait aux 4 coins
du globe, et lui fait 150 ans de prison jusqu'à sa mort en fait, puisqu'il est mort il y a pas longtemps. Donc en quoi Sora a à voir avec ce système? Il y a qu'à regarder, il y a aucune promesse de rendement. Jamais Sora ne te dit rentre chez nous, on te promet 20, 10, 50% de rendement. Rien. 2, c'est toi qui gères ton investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose d'opaque. C'est-à-dire que tu donnes tes sous et ils investissent pour toi et ne te disent jamais dans quoi. Là, c'est toi qui décide d'investir dans Mbappé, Haaland ou je ne sais quoi. Donc c'est toi qui as un management actif. Tu as les clés de ta maison, tu as les clés de ton portefeuille. 3, il y a qu'à regarder les données qui sont disponibles, que ce soit sur Sora Data ou sur ce qui est communiqué par l'entreprise, pour voir que c'est cohérent entre l'argent qu'ils génèrent par les ventes de cartes et l'argent qu'ils investissent ou redistribuent dans les rewards et dans les paliers. Et tu te rends compte qu'effectivement, il y a un équilibre. Il n'y a pas de chiffres délirants comme Madoff pouvait te dire 18% quand le marché était à 2. Ici, il y a des gens qui gagnent, qui doublent, qui triplent. Il y a des gens qui gèrent mal et qui se retrouvent avec des pertes. Donc les deux scénarios existent. C'est pas comme si tout le monde gagnait avec un rendement garanti dans des investissements opaques sans communication. Donc j'ai creusé ces chiffres, ces projections de vente. J'ai croisé ça avec ce qu'ils ont promis en termes de reward par carte. Ils parlaient de 30 à 40% de chaque carte qui était distribuée en reward. Et tous ces chiffres couplés avec ce que tu trouves sur Sora Data, c'est cohérent. Ça t'offre un équilibre qui te garantisse que ce n'est pas un Ponzi. Parce que l'argent de plus qu'ils génèrent, tu le vois dans quoi ils l'investissent. C'est pas un fonds d'investissement qui est géré dans un autre continent ou quoi. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire avec le recrutement de profils très recherchés sur 2 continents différents, la pénétration d'un marché qui est le top dans ce monde de collectibles, de jeux de fantasy. Tu sais qui garde sous la pédale le lancement du marketing massif pour le grand public. Donc tu vois, c'est beaucoup plus transparent. Ça te permet d'être beaucoup plus serein et jamais tu peux te dire que au final je sais pas ce qui se passe quoi. En ça d'ailleurs ils gagneraient à être encore plus transparents, à communiquer encore plus sur les chiffres. Ils l'ont fait un petit peu lors de leur première vidéo en mars, mais depuis c'est vrai que on les entend un peu moins et donc je les encouragerais bien à revenir sur le devant de la scène. C'est clair, il y a pas mal de choses sur lesquelles je te rejoins, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer justement que ces valeurs de cartes là pourraient continuer? Parce que finalement l'argument, on sait très bien que la définition de pyramide de Ponzi est vraiment très très éloignée de ce qu'est Sora, mais l'argument qui est utilisé par ceux qui font la comparaison disent ouais mais le prix des cartes il se maintient ou il aurait peut-être tendance à augmenter en fonction de l'afflux de nouveaux managers. S'il y a plus cet afflux là, évidemment le marché s'écroule. Qu'est-ce qui te donne toi confiance à justement à voir Sora de manière très optimiste pour le futur? Parce qu'ils sont en train d'appliquer le premier conseil que je t'ai dit et que je donne à tous les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils sont en train de diversifier. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas mettre tous les œufs dans ce panier So5 avec les championnats qu'on a et les joueurs qu'on a. D'où la recherche d'autres championnats, toujours. Ils en ont fait une priorité pour l'année 2022, de nouveaux partenariats, de nouveaux championnats, de nouveaux sports, de nouveaux continents. Et du coup, tu te rends compte qu'avec ces ambitions-là, ces objectifs-là, on n'est qu'au début de cette courbe de croissance. Et je sais que tu es depuis plus longtemps que moi, mais on est toujours qu'au début. On parle de 130 000 managers avec une carte, au moins une carte payante. T'as entendu, comme moi, leurs ambitions, de passer aux millions de joueurs, de passer sur tous les continents, d'être le leader mondial de l'entertainment. Toutes ces choses-là font que cette courbe n'est pas prête de s'arrêter, selon moi, et que du coup, ça va driver, ça va mener la valeur de tes cartes vers le haut. Si tant est bien que tu vises juste, évidemment, parce que tu restes sujet aux performances de ces joueurs, aux blessures, aux aléas d'une carrière de foot ou du baseball, vu que c'est ce qui va venir après. Donc ces incertitudes font que ça va encore varier. Mais sur le long terme, si tu appliques ces 2 conseils de diversification et de long terme, tu peux être serein. Je pense que les objectifs définis sont les bons. Maintenant, il faut juste s'assurer que la manière d'y parvenir est la bonne. Donc, mais c'est vrai que s'ouvrir à de nouveaux marchés, d'office, tu vas attirer une nouvelle population de personnes qui seront intéressées par le jeu et qui fera augmenter la base de managers. Pour toi, quelles seraient les erreurs à éviter pour justement continuer cette expansion? Qu'est-ce qui pourrait faire bloquer Sora pour toi?
je remets cette fois ma casquette de change manager pour te dire que pour moi, l'erreur, la première serait de penser qu'on peut juste répliquer un même modèle partout et de se dire que culturellement, ça va matcher parce que ça a matché en Europe, ça a matché en France, ça devrait matcher aux US, en Asie, en Afrique, ailleurs. Ce serait une sacrée erreur, mais je ne me fais pas de soucis. Je pense pas qu'ils vont la commettre. Ils ont embauché beaucoup de gens de manière locale qui comprennent les spécificités du marché. Mais quand on fait face à une croissance comme la leur, c'est très facile d'omettre des éléments de ce genre, des éléments de ce style, les spécificités de marché, les spécificités culturelles, la passion des gens qui peut fluctuer d'un sport à un autre. Se dire que je vais répliquer un même modèle partout, ça a été expérimenté, ça a beaucoup échoué dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de startups que j'ai vu passer sur mon bureau. À se dire voilà, ça a marché ici, ça marchera là. C'est pas le cas. Ça marchera avec ce sport, ça marchera avec celui-là. C'est pas forcément le cas. Ça, ce sont des erreurs qu'on peut vite commettre en se disant je réparerai s'il faut parce que je grandis vite, j'ai des fonds qui rentrent, j'ai les sous pour faire face et au final on peut se rendre compte que on a surestimé ses capacités à le faire. Un autre danger que je vois, c'est cette illisibilité du marché de la crypto. Tu l'as vécu, tes autres invités l'ont vécu. Beaucoup ont suggéré qu'on soit adossé à une stablecoin ou même que Sorare crée son propre token. Il y a des solutions, je sais qu'ils y ont pensé, mais le fait est que l'instabilité de ce marché, c'est une faiblesse, c'est une menace pour Sorare parce que à tort ou à raison, les petits investisseurs, voire le grand public, va vite paniquer à voir cette courbe qui peut monter dramatiquement comme descendre aussi violemment. Et ça, c'est l'ennemi de l'investisseur, hein, le côté imprévisible. Du coup, il faut trouver une manière de réparer ça. Ils ont commencé à le faire, hein, notamment avec les paliers qui sont adossés au dollar. Peut-être qu'ils vont le faire différemment pour l'achat des cartes. Je sais pas, beaucoup de solutions sont possibles, mais en tout cas, c'est un des autres risques à prendre en compte pour la croissance à venir. Ensuite, on a commencé à le faire, on a commencé à en discuter, mais il faut qu'ils s'éloignent absolument de ce côté gambling. Il faut que les gens soient clairs dans ce que c'est, il faut que l'explication soit facile à comprendre, il faut que les gens sachent où ils mettent les pieds et soient sereins avec. Il faut pas que ce soit adossé à du pari sportif, à à ce genre de choses qui font que l'image sera entachée, l'image sera plus difficile à défendre. Et bon, ils travaillent dessus, je pense qu'ils pourraient être encore plus clairs là-dessus, mais c'est aussi un des éléments à prendre en compte et à ne pas négliger. Ouais, c'est tout à fait clair. Pour revenir justement à ce que tu viens d'expliquer d'entrée de sortie, et de l'expansion plutôt, le fait qu'ils ouvrent un bureau à New York là maintenant pour clairement viser le marché américain qui est un marché, je pense que le meilleur marché en tout ce qui est collectible et le plus en avance, qui ont adopté beaucoup plus rapidement que nous les NFT, etc. Le fait qu'ils aient engagé une team 100% américaine, ça facilite aussi évidemment l'intégration et l'adaptation et ça diminue le risque comme tu dis, de pas s'adapter à un certain marché et à la culture d'un pays ou d'un continent. Moi, en tant que banque, pour le coup, je dirais que c'est un élément qui me rassure. Effectivement, c'est ce que je veux voir. Maintenant, ce que je voudrais voir en plus, c'est des ponts entre Paris et New York. M'assurer que ce soit cohérent, que les prises de décisions soient quelque part bien partagées, bien comprises par tous, que la stratégie soit commune, que les gens se connaissent. Tu parlais à Paul il y a quelques semaines qui n'avait pas encore été là-bas et je sais pas si d'autres ont pu y aller encore. Mais il faudrait pas qu'il y ait une croissance à deux vitesses avec un marché américain qui domine le tout et en Europe qu'on passe à la traîne. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence, que ça marche main dans la main et je ne me doute pas que d'autres bureaux vont ouvrir dans le futur et il faut effectivement que cette cohérence reste et se déploie à mesure que la croissance continue. Donc oui, ça me rassure qui recrutent local avec des pointures qui viennent d'autres entreprises de la tech qui ont connu de gros succès, de belles croissances, qui comprennent le marché, ses spécificités, mais c'est pas suffisant, c'est pas tout, ou en tout cas à ma connaissance, parce que j'ai pas toutes les infos, mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui ça me rassure, mais j'ai pas encore toutes les cartes pour te dire que c'est garanti succès. Sorare vise, clairement Nicolas Julia l'a dit maintes et maintes fois, qu'ils essayent d'avoir un maximum de managers, que ça devienne Sorare devienne mainstream et donc
clairement, Sorare, et je trouve ça tout à fait sain, ne promettent aucun rendement, tu l'as dit, et essaye d'embarquer un maximum de personnes pour le côté jeu. Pour toi, moi j'ai un avis là-dessus, mais je voudrais avoir ton avis aussi. Moi, il y a 2 points forts que je trouve à Sorare concernant le foot principalement. Le premier, mais qui ne s'applique pas au foot, ça s'appliquera au baseball, etc., c'est qu'il gère le supply. Ça, c'est quand même, je trouve, un élément très très important. C'est que ils permettent, ça leur permet en fait de réguler le marché, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, tu me donneras ton avis, tu me diras si t'es d'accord ou pas. Et puis le deuxième élément, et là c'est propre au football, c'est que c'est le sport évidemment le plus connu et qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Sorare, parce qu'ils trouvent ça génial, parce que c'est MPG version 3.0 où tu mélanges tout plein d'aspects, et évidemment il y a cet aspect aussi argent. Que penses-tu de ça ? D'abord, parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. Le fait que c'est eux qui aient la main sur le robinet, c'est quelque chose de rassurant et je ne voudrais pas que ça change. Ça régule parfaitement le marché, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, ils veulent embarquer le plus de monde, forcément. C'est de ça que va dépendre leur croissance. Cela dit, ils ne pourront pas le faire tant qu'ils n'auront pas levé tous ces freins dont j'ai pu mentionner une partie. Ce côté volatile, ce côté image, gambling, ce côté culturel. Tout ça sont des freins et ça ne m'étonne pas que, ils se retiennent encore de lancer ce marketing massif. On sait qu'il est prêt et qu'il y a quasiment qu'à appuyer sur le bouton, mais qu'ils veulent le faire au bon moment et ça, je ne peux que les féliciter pour ça. Une fois ces freins levés, alors ouais, on pourra aller chercher la masse, on pourra les rassurer en disant que en termes de monnaie, plus lisible, c'est plus stable. En termes d'image, ce n'est pas du pari sportif, ce n'est pas du gambling. Côté culturel, on sait ce qu'on fait, où on le fait et avec qui on le fait. Donc ce genre de questions, une fois répondues, va donner la maturité nécessaire à Sorare pour onboarder tous ces joueurs. Pour moi, ce serait pas une bonne chose aujourd'hui que je vois la courbe de manager gagner 30% aujourd'hui tout de suite. Ce ne serait pas bon selon moi. Il faut que la croissance reste comme elle est saine et lente comme elle l'est, quoi. Ouais, stable, prévisible, et que le jour où ce marketing est prêt, c'est que l'entreprise est prête. Et je ne voudrais pas sortir ça de manière prématurée, si j'étais eux. Je te suis également. Pour tous les managers qui voudraient rentrer et qui se disent ouais mais bon, il y a chaque fois l'Ether qui est indiqué, moi je suis pas du tout familier et j'ai pas envie d'avoir affaire à la crypto, c'est quand même la vie de beaucoup de personnes. La hype là, le bull run où t'as des shitcoins qui sont partis to the moon, ça a attiré évidemment toutes des personnes lambda. Ils disaient il y a moyen d'être riche très très vite, et puis là c'est la déconfiture totale, la désillusion totale, et il y en a beaucoup qui se disent ouais mais bon, moi avant que je retourne dans un projet qui touche à la crypto, il faudra me réveiller de bonne heure. Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à l'affichage du prix? Donc on sait qu'aujourd'hui le prix est affiché en Ether et en dollars ou en euros. Je trouve que Sorare a pris une excellente décision d'adapter le palier, alors que beaucoup pleuraient en disant ouais mais non, mais regarde là avec la valeur c'est pas génial. Et donc là Sorare a réussi à adapter et a décidé d'adapter par rapport à des valeurs fixes en dollars, et c'est là on le voit l'effet positif que peu de personnes imaginaient il y a encore quelques mois. Est-ce que pour toi, ça devrait rester comme ça pour essayer d'onboarder un maximum de personnes qui n'ont pas trop, qui veulent avoir une certaine distance et garder cette distance avec le monde de la crypto? Alors c'est très intéressant comme question parce que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Parce qu'il y a 10 mois, ou quand je suis rentré, ou même avant, la question ne se posait pas parce que justement Sorare avait fait un super job de cacher cette complexité liée à la crypto. C'est-à-dire que tu pouvais y aller avec ta carte de crédit et avoir la sensation que t'es pas lié à la blockchain, qu'au final c'est super simple, c'est comme un autre site internet avec lequel tu as l'habitude de faire des transactions. Et du coup, ça, c'était très bien. Et c'est ce qui a notamment aussi contribué à amener une grosse vague de managers dont j'ai fait partie. La question se pose aujourd'hui parce que il y a eu ce crash de la crypto et qu'au final, ça s'est tellement décorrélé que les gens peuvent paniquer selon qu'ils regardent d'une monnaie à l'autre. Du coup, c'est une question vraiment d'actualité, je dirais. Et aujourd'hui, tu dois pouvoir donner le choix aux gens de regarder dans la monnaie qui leur convient. Et c'est ça que je fais d'ailleurs déjà grâce à Sorare Data. Effectivement, sur Sorare, c'est peut-être moins visible, mais sur Sorare Data, en tout cas, t'as l'opportunité de lire ainsi. Moi, au départ, je lisais en crypto, je pensais en crypto, mais à force de fluctuations et de mouvements et de baisse, j'ai switché quelque part et je regarde un peu dans les deux et je regarde selon les mouvements journaliers. Et du coup,
j'ai du mal à te dire, faut regarder que en ETH, il faut regarder que en fiat. Pour moi, non, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois sur le podcast. Effectivement, chacun fait comme il veut. Moi, c'est vraiment plus par rapport à l'onboarding de nouveaux managers qui eux veulent penser uniquement qu'en $, et de voir afficher quand même des Ethers, même si on sait très bien que voilà, ça tient en compte le cours aujourd'hui. Celui qui va payer avec sa carte de crédit, pas liée au crypto, une carte de crédit normale, on va dire ça comme ça, c'est que il va dépenser autant et autant en euros. Mais c'est le fait de le voir. Pour toi, c'est pas un frein, ça pourrait pas. Enfin, c'est pas un frein psychologique pour des personnes. Je pense que c'est mieux. Les aider à franchir le pas. Je pense que c'est mieux de le voir. Moi, plus j'ai d'infos, mieux c'est. Après, faut pas que ça devienne illisible. Mais je préfère avoir plus d'infos que pas assez, pour le coup. À un moment donné, ce n'était pas important. Comme je disais, t'avais plus de stabilité, ou en tout cas, c'était croissant. Du coup, les gens y gagnaient. Et du coup, c'était moins effrayant. Aujourd'hui, la courbe s'est inversée. Et du coup, je pense que mettre à disposition l'information et la rendre visible et accessible, c'est mieux. Après, je voudrais juste revenir sur un terme que tu as utilisé qui m'a plu. Tu parlais de désillusion avec la chute du marché, avec des projets crypto qui sont cassés la figure. Mais au final, il faut se rendre compte que cette désillusion, c'est ce qui va permettre d'assainir le marché. C'est ce qui va permettre de le rendre plus mature. Il faut passer par là pour pouvoir avoir derrière des projets solides qui continuent de se construire et de grandir. Tant que t'es pas passé par cette désillusion, tu peux être amené à penser, ok, est-ce que c'est pas une bulle? Est-ce que ça va pas exploser avec quoi de temps? Est-ce que j'ai bien fait de mettre les pieds là-dedans? Au contraire, il faut passer par ce creux. Et c'est ce que je te disais en préambule. C'est-à-dire que je suis rentré à un moment où ça montait. Et moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il y aura un creux. Et là, il est là. En tout cas, c'en est un. Et d'un point de vue crypto. Et voir comment Sorare le gère, ça me fascine, ça me passionne, ça me rassure. Et voir les autres projets vivre des désillusions, ça me rassure d'autant plus. Je me dis, voilà, c'est les étapes nécessaires. Ça fait des dégâts, forcément, mais c'est souvent par là qu'on passe pour gagner en maturité d'un point de vue global en termes de marché. Et donc voilà, au final, l'analogie qu'a utilisée Nicolas avec la marée qui repart, elle est juste. Tu vois qui c'est qui nage encore. Oui, il avait même tweeté que c'était lors du bear market qu'il avait réfléchi avec Adrien Montfort à créer justement Sorare, que c'est un moment propice pour essayer de se réinventer et de préparer des nouveaux projets alors que le marché est aux abois. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis comme ça. Ouais, je suis aussi moi personnellement assez optimiste. Il y avait pas mal de sujets qui avaient été abordés dans des précédents podcasts. On a dit je me rappelle que j'avais des discussions avec des gros managers, mais des investisseurs crypto qui eux cherchaient la rentabilité, plus grande rentabilité en un minimum de temps, et eux en fait ça les frustrait de voir Sorare évoluer, grandir petit à petit. Et puis finalement, on en revient un peu les projets qui ont grandi très 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 vite, où on avait vu des prix to the moon. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont vraiment mal en point, et puis Sorare continue son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que pour les investisseurs à très très court terme, ils se disent c'est pas intéressant. Nous on recherche du x100 en très peu de temps, et c'est pas la stratégie de Sorare. La stratégie Nicolas Julia, c'est de devenir la plus grosse plateforme entertainment, divertissement dans le monde du sport. Et clairement, tu fais pas ça à la va-vite. Ça demande du temps, comme construire des équipes. Tu sais de quoi tu parles. Ça prend du temps, surtout pour trouver les bonnes personnes au bon poste. Et puis ensuite travailler main dans la main et pour atteindre un objectif qui peut pas être à très court terme parce que c'est juste infaisable. Donc et je rajouterais que l'investissement, et souvent dans notre banque c'est le cas, c'est d'abord un jeu de patience, mais tellement que c'est un jeu de patience, que souvent nous on bloque les investissements, c'est-à-dire qu'on vous dit ok, dans un horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous pouvez pas sortir vos fonds, et ça force les gens à être patients forcément. Là c'est pas le cas, mais quasiment psychologiquement c'est ce que moi je me dis quand je rentre dans le jeu. Je me dis ok, je bloque là-dedans pour un horizon d'1 an, et j'ignore les montées, les baisses jusqu'à arriver à l'échéance. Et donc il faut savoir rester patient, ne pas paniquer et garder la tête froide. Après, si tu me permets, j'aimerais utiliser 2 exemples qui vont peut-être illustrer un peu mieux ce que j'essaie d'expliquer un peu depuis le début. Un exemple lié au business, au marché traditionnel qu'on peut connaître, et un plus lié au football. Tu me laisses la chance? Ah, je t'en prie. Alors, premier exemple, par exemple, une autre
start-up qui a connu une croissance fulgurante et qui était dans la tech et qui était aussi récent en fait au final dans les années 2010 parce que c'est là que je travaille dans les investissements. Dans les années 2010, je regardais les entreprises privées les mieux valorisées du monde. À l'époque, c'était Uber et c'était Airbnb. Ces deux-là étaient valorisés des milliards et ont connu des croissances exponentielles. Uber, pour prendre cet exemple, par exemple, repose sur quoi? Sur une communauté qui fait la valeur de ce produit. Au final, au lieu d'appeler un taxi, au lieu d'appeler quoi que ce soit, ou Airbnb, au lieu d'appeler un hôtel, tu vas appeler quelqu'un d'autre de la communauté. Et c'est ça qui porte le projet. Au final, Uber ne fait pas grand-chose que de mettre en contact des personnes d'une même communauté. Et donc, grâce à ce business model relativement simple, ils sont pénétrés un paquet de marchés. Mais ils ont mis ce côté culturel un peu de côté, en se disant, OK, les gars, il faut qu'on grandisse, il faut que la croissance soit maintenue, soit à 2 chiffres, il faut que les investissements continuent d'arriver. Du coup, focus, priorité sur cette croissance, quelle que soit la manière d'y arriver. Et donc, en ça, on touche au risque dont je parlais tout à l'heure, parce que il s'est développé une culture très difficile. Je sais pas si tu es au courant de tout ce qui s'est passé dedans, mais derrière est parti une très mauvaise image. Etc., d'un pays à l'autre, ouais, c'est clair. Oui, derrière, ça a mené à des milliards dépensés pour changer cette culture. Je parle littéralement de milliards. Et ça a débouché sur le départ du PDG fondateur parce que les investisseurs ne croyaient plus en ce projet tant qu'il y était, puisqu'il est celui qui a laissé cette culture se développer. Donc, cette croissance exponentielle a fait que, on a tendance à mettre au second plan des éléments qui peuvent te paraître secondaires au départ et qui, au final, reviennent te hanter et même te pousser vers la sortie si tu n'as pas fait les choses de la bonne manière. Donc ça, c'est un peu pour le côté business, pour voir des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Pour un exemple plus footballistique, qui me passionne également, c'est que je regarde par exemple le PSG, qui a connu une croissance exponentielle avec des fonds virtuellement infinis et les meilleurs joueurs à chaque poste. C'est ce qui s'est passé depuis les années 2010, pas quasiment en même temps en fait. Mais au final, tout le monde se demande pourquoi ils la gagnent pas, cette Ligue des Champions. Pourquoi les fans de la première heure, qui sont attachés à leur tradition, à leur culture, ne sont même plus là pour célébrer les titres. Qu'est-ce qui se passe qui font qu'il y a un détachement entre le public et l'entreprise? Pour le coup, le PSG. Ils ont beau avoir investi 10, 15, 20 fois plus que n'importe qui d'autre, ils n'arrivent pas à la gagner. Pourquoi? De l'autre côté du terrain, tu vois un autre exemple. Tu vois le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, qui a des traditions centenaires, qui n'hésite pas à virer des stars telles que Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Raúl Casillas, dès que ça ne rentre plus dans les valeurs de l'entreprise. Et ce Real Madrid, qui n'investit quasiment rien comparé au PSG, empile les Ligues des Champions. Et chaque gars qui rentre dans ce club sait où il met les pieds. La différence est claire. Pour moi, de mon point de vue change manager, c'est la culture qui n'est pas bonne ou qui se cherche d'un côté, qui se cherche, et de l'autre qui au contraire établit et qui quasiment pousse chaque employé de cette entreprise à rentrer dans le rang et à pousser dans la même direction dès qu'il porte ce maillot. Et ça me fascine évidemment parce que ça touche à tout ce qui me plaît, c'est-à-dire que ce soit le foot, la culture, même la politique, le business, etc. pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qui manque au PSG pour que ça fonctionne. Aujourd'hui au PSG, tu as une star qui arrive, jamais elle va se dire oh là, le PSG c'est plus grand que moi. Si moi je suis Neymar, c'est pas le PSG qui va me dire ce que je peux faire ou peux pas faire. Et le prochain Brésilien qui arrive, admettons Vinicius arrive, qu'est-ce qu'il va dire Neymar à Vinicius? Il va dire la même chose. T'inquiète, ici c'est tranquille. On gagne le titre, on joue un peu quand on veut, on peut aller au carnaval quand on a envie. Et voilà. Et tu as des voix derrière qui sont dissonantes, qui ne sont pas unies. Alors qu'au Real Madrid, t'as qu'à regarder quand Mbappé n'a pas signé. C'est comme si le club parlait d'une seule voix. J'ai entendu Isco, j'ai entendu Marcelo, j'ai entendu Benzema, tout le monde. Et même j'ai entendu le public. Quand ils devaient célébrer la Ligue des Champions, ils étaient en train de parler d'Mbappé pour dire mais il est qui lui pour refuser le club. Et tu vois que cette culture est si imprégnée du premier supporter jusqu'à Florentino Pérez en passant par Benzema, en passant par le jardinier, que voilà, tu dis la culture, elle est installée, il n'y a pas à la réparer, on va gagner des Champions à gogo. C'est un très bon Donc exemple. Aujourd'hui, je demande à Sora, est-ce qu'il préfère être le PSG, est-ce qu'il préfère être le Real Madrid? La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Et donc pour terminer ce sujet passionnant, la force de Sorar, c'est la communauté. C'est ça. Effectivement, c'est l'une des premières choses que j'ai analysées. Et puis, je sortais de ces années 2010 où toutes ces entreprises qui dominaient le monde, telles que Uber et Airbnb, reposaient sur leur communauté. J'ai regardé Sorar, j'ai observé comment ça fonctionnait. La sociologie, l'impact qu'avait
Sora sur le monde qui l'entoure. Et je me suis rendu compte que des gens, dans la force de l'âge, quittaient leur CDI pour faire du Sora à plein temps sans être employés. Mais on peut parler de Torque, par exemple, qui a lâché son emploi pour le faire. Je t'ai observé, toi, Mehdi, qui a une carrière largement établie. J'ai pas du tout quitté mes activités. Grâce à Sora, j'ai vu Sora Data s'inventer et maintenant employer du monde et s'améliorer sans cesse avec des apps qui naissent. J'ai vu des side games venir et enrichir cette offre. Et au final, pour une seule prise de parole de Sora, tu vas en avoir 1000 de la communauté. Et si aujourd'hui j'ai besoin d'un conseil, si aujourd'hui j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va me guider, j'ai même plus besoin de Sora. Je vais te parler à toi, je vais parler à Torque, je vais parler à Max, je vais parler à mon parrain, je vais parler à toute cette communauté qui existe et qui aujourd'hui est unie. C'est-à-dire que il fallait voir à la suite des annonces de l'entreprise comment ça réagissait, comment ça bouillonnait. Et tu te rends compte que voilà, il y a un truc fort qui se passe et c'est la première chose qu'ils m'ont dit à l'after. Je sais pas si t'étais à l'écoute ce jour-là, mais c'était Gilbert Bribois qui disait que l'arrivée de Nicolas était très attendue par son équipe à lui-même, alors que lui ne connaissait pas forcément le jeu. Tout le monde autour disait mais il fallait que Sora revienne. Et le nombre de gens qui ont appelé pour participer était impressionnant. Et donc c'est en ça que tu vois que cette communauté est prête à porter ce projet. Donc moi je serai Sora et je sais que c'est ce que Paul a dit quand il est venu sur ton podcast. J'accorderai beaucoup d'attention à cette communauté tant qu'elle est prise en compte. Tant qu'elle est mise en valeur, elle va te porter très très loin. Des fois, cet astéroïde a besoin d'un petit coup de boost et cette communauté sera toujours là pour ça. Donc à ne jamais sous-estimer, il faudrait jamais se dire à la place de Sora, c'est bon, ça roule tout seul, parce que c'est pas le cas. Mais tant que ça travaille main dans la main, c'est un signal, un très gros signal vert que moi je vois. Cette communauté est ce qui m'a rassuré en premier lieu quand j'ai mis mes premiers euros. Pour clôturer ce sujet, j'ai encore une dernière question. Le modèle économique, le tokenomics, on va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas de token Sora, on sait que c'est la redistribution évidemment de rewards qui sont valorisés par rapport à la qualité du joueur et par rapport, on le dit peut-être pour la 10e fois dans ce podcast, mais l'offre et la demande. Que penses-tu de la redistribution de Sora? Donc la redistribution en cartes, mais quand on prend une valeur financière, on parle surtout des paliers et évidemment des Ethers qui sont distribués pour les places de podium. Est-ce que pour toi c'est suffisant? Est-ce que pour toi ça devrait encore évoluer avec un peu plus de redistribution? De toute façon, soyons clairs, de mon point de vue, ce produit ne sera jamais fini. Il sera toujours en constante amélioration et là, les paliers, les rewards, les redistributions, c'est un sujet qui ne sera jamais clôturé selon moi. Aujourd'hui, on voit des incohérences qu'ils essaient de réparer. L'histoire du gardien que tu ne peux plus avoir en D4, les paliers, pourquoi qu'en D4, les rewards en D2, pourquoi si faibles comparé à la D3. Il y a des incohérences qu'ils essaient de réparer. Paul a confirmé tous ces sujets qui sont effectivement sur la table, donc je suis confiant sur le chemin qui est pris. Cependant, j'aurais pu penser que l'évolution soit légèrement plus rapide sur ce thème-là, parce que je sais que c'est un thème crucial pour beaucoup de personnes dans la communauté, et les progrès sont relativement parcimonieux. J'ai envie de dire que là-dessus, ils ne dépendent que d'eux-mêmes de faire évoluer le gameplay, et je pense qu'il y a des progrès qui pourraient faire venir un peu plus rapidement. Je sais qu'ils viendront, je sais qu'ils seront les bons, en tout cas je suis confiant, mais en termes de rapidité, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Donc ça c'est mon avis. Après, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de rewards? J'ai pas envie de te dire oui, parce que quand j'ai consulté les chiffres, je me suis rendu compte qu'il y avait un équilibre entre ce qu'il génère et ce qu'il donne. Et c'est en ça aussi que je te disais que ça me rassure, que ce n'est pas un Ponzi, parce qu'il y a cet équilibre. Donc je peux pas réclamer l'équilibre d'un côté et te dire qu'il faut plus de rewards de l'autre. Pour moi, l'important, le plus crucial, c'est que cet équilibre soit maintenu pour que l'entreprise soit pérenne dans le temps. Et à terme, avec plus de monde, plus de sport, une plus grosse communauté, et sans doute très vite qui vont commencer à taxer le marché secondaire. Donc plusieurs sources de revenus vont faire que peut-être l'équilibre pourra évoluer et offrir plus de rewards. Mais l'équilibre tel qu'il est aujourd'hui, avec leur rentrée de revenus d'aujourd'hui, je peux pas me permettre de leur dire vous devriez donner plus. On est d'accord. Et le fait d'avoir des anciens joueurs qui intègrent l'entreprise, tu as cité tout à l'heure Tekoma, je passe le bonjour, il écoute les podcasts, ça va aussi vers une amélioration parce que c'est un ancien joueur et il pourra évidemment partager ses expériences et modifier petit à petit le gameplay. En tout cas, ce qui est certain,
je pense, en tout cas, après avoir entendu Paul et d'ailleurs Tecoma aussi, c'est qu'ils sont conscients qu'ils doivent faire mieux. Après, c'est vrai que ça pourrait aller plus vite, mais je me dis, et toi en tant que change manager, si tu changes des choses de manière assez radicale, ça sera compliqué si tu te rends compte que finalement c'était pas le bon changement de revenir en arrière. Et donc, je peux comprendre que ça va step by step, quoi. Exactement. Et tu pourrais pas avoir plus raison que de mentionner ces recrutements qui, pour moi, ont été d'autres signaux verts, embauchés dans ta communauté, avec l'expertise qu'ils t'apportent, les expériences qu'ils ont eues, c'est banco, quoi. Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Et quand tu lis un peu les analyses que faisait Tecoma, tu te dis, voilà, quoi, il y a quoi, 25, 26, 27, je sais plus son âge, mais tu te dis, voilà, l'engagement que ces gens y mettent avant même d'être embauchés. Je me dis qu'il a commencé ses analyses bien avant de se dire qu'un jour il travaillerait pour Sora. C'est juste pour se rendre compte de l'engagement que les gens sont prêts à y mettre parce qu'ils croient en ce produit. Et donc, en ça, tu as une sorte d'énergie renouvelable, une énergie qui ne se finira jamais, si tant est que tu prends bien soin d'elle. Tu pourras toujours te reposer dessus si la communauté pense qu'elle peut aussi se reposer sur l'entreprise. Il y a quelque chose, il y a une synergie à mettre en place qui est en place, mais qui devrait être renforcée et qui me rend particulièrement confiant. Ces personnes-là m'ont impressionné de par ce qu'ils apportaient à leur communauté, et de me dire qu'ils sont maintenant à l'intérieur de l'entreprise, ça ne peut qu'être positif. Et là, je te parle en tant qu'investisseur. Je me dis vraiment, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas se dire, ok, nous on a eu l'idée, on sait comment ça marche, on s'enferme dans une salle et on développe entre nous. J'en ai vu des comme ça. Et ça peut marcher 1 an ou 2. Ça, c'est plus une énergie fossile. À un moment donné, tu l'as plus. À un moment donné, le moteur, il tourne plus. Il y a plus personne qui te suit. Vise le renouvelable, vise la communauté, vise à la croissance commune et aux synergies. Donc ça, bravo. C'est un beau mot de la fin. On va attaquer maintenant écoute, le questionnaire rapide. Tu es à droit aussi. Dis, j'ai oublié de te poser la question, mais ton équipe favorite en France, je présume en France. C'est l'OM, c'est l'opposé du PSG, c'est le club avec une belle culture. Bon, on va laisser le tacle de côté. Bon, ton joueur préféré dans la vie réelle est Sorare. Et la raison pour laquelle tu l'es choisi, tu l'as ou l'es choisi? Ouais, alors pour le coup, je suis très, très fidèle dans ce domaine-là. J'ai un seul joueur préféré, un seul club préféré. Et j'ai déjà essayé de me dire, lui aussi je l'aime bien. Ça n'a jamais fonctionné, je sais pas pourquoi, je suis comme ça. Mais mon joueur préféré, c'est Romario. Ça date un peu, mais c'est lui qui m'a donné envie de faire du foot. J'ai eu envie de célébrer les buts comme lui, j'ai envie de jouer comme lui, j'ai envie de jouer à son poste. C'est lui qui a réveillé quelque chose en moi. Fallait l'observer pour le comprendre. Il suscitait en moi quelque chose de plus fort que juste du football, quoi. C'était vraiment une passion qui naissait, et en ça, voilà, j'aurais envie de le remercier s'il écoute le podcast. Mais voilà, donc ça c'est pour mon joueur préféré. Sur Sorare, j'ai une affection particulière pour Saliba, parce que d'abord il joue à l'OM, et que dès qu'il a fait ses premiers matchs en amical chez nous, j'ai compris qu'il serait un crack. C'était une des premières cartes que j'ai achetées. Il a très rapidement fait x3, x4, et je l'ai gardé. Et il fait partie de ceux où tu t'attaches émotionnellement, même si c'est qu'une carte digitale, un NFT, tout ça. Je peux pas nier que cette carte-là, elle me tient à cœur. Et puis surtout, il score tout le temps, hein, que ce soit en équipe de France, en Coupe d'Europe, en championnat. Le gars, c'est une valeur sûre. Et on retourne sur mon côté investisseur, j'ai besoin de stabilité. Formé à Saint-Etienne aussi. Bon, et là, qu'est-ce que tu dis, le fait qu'il retourne à Arsenal? Je suis confiant. C'est-à-dire que je pense que si je me mets dans cette discussion, je me dis que Saliba veut jouer la Coupe du Monde. Il sait très bien qu'il a une place garantie titulaire à Marseille, qui jouera la Ligue des Champions. Je sais très bien qu'Arsenal ne peut pas lui garantir cette place, qu'il ne voudrait pas d'un joueur qui vienne à reculons, et que du coup, le meilleur compromis serait une extension du contrat à Arsenal pour faire une extension de prêt à l'OM. Et pour en revenir à ton commentaire, je pense que la future charnière de l'équipe de France, ce sera Saliba-Fofana. Ça serait beau, ça. Très très jeune. Ah, ce serait beau. Ouais. Moi ça me rappelle ça me rappelle des bons souvenirs là. Moi ça me rappelle des bons souvenirs. Ils ont été formés à Saint-Etienne, mais c'est vraiment des souvenirs qui s'éloignent de plus en plus d'ailleurs. Ton plus beau résultat en SO5? Mon plus beau résultat, c'est deuxième. Oui, deuxième. Ouais, j'ai gagné Léon Goretzka. J'étais à 2 points de gagner Kimmich. Et pour une erreur bête, je me suis planté de gardien. J'aurais dû l'avoir, le Kimmich. Une sacrée différence entre l'un et l'autre, même s'ils sont dans la même équipe, même au niveau du terrain. J'ai eu Goretzka, dont j'étais très fier, malgré tout, parce que je le visais depuis longtemps. Il revenait de blessure, je le voulais. J'allais y mettre les sous, et c'est un peu le destin qui fait que je l'ai gagné quand même. Écoute, tant mieux.
Et s'il a plus de blessures, honnêtement, c'est un super joueur. En espérant qu'il ait un peu plus de chance que la saison passée. Bon, on parle toujours des plus belles récompenses, mais ton plus gros coup de poisse. C'est lié à ton club aussi un petit peu, hein. Quand je suis rentré dans le jeu, il me fallait un gardien U23 et j'ai toujours été impressionné par Etienne Green. J'ai toujours trouvé des super qualités sur sa ligne, dans les airs, je l'ai trouvé complet. Et je suis même allé plus loin en me disant qu'il a pris la nationalité anglaise et que là-bas, il n'y a jamais eu un gardien qui se détachait vraiment, donc je le voyais aller très loin. Et j'hésitais entre lui et Lafont, et qui était au même prix à l'époque, hein. Il était à 0,63, je me souviens, donc j'avais parfaitement le choix entre l'un et l'autre, et j'ai pris Green. Il s'est blessé, l'entraîneur a changé, le club est parti en Ligue 2, et c'est totalement incertain. Pendant que Lafont a fait une saison incroyable, a même fait un 100 contre le PSG en arrêtant un penalty. Neymar, il jouera l'Europe l'année prochaine. Il est aux portes de l'équipe de France. Donc j'ai un peu raté de cible sur le coup. Mais je continue de penser qu'Etienne Green est un futur crack. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Mais à mon avis, je suis pas certain qu'il va rester là. Tant mieux. Oui, tant mieux pour toi, effectivement. Pas tant mieux pour Saint-Etienne. Les 3 onglets que tu as toujours ouverts quand tu es sur Sorare, mis à part évidemment de Sorare Data, quand tu composes tes équipes. Je serais pas très original pour le coup, mais j'ai toujours Transfermarkt ouvert parce que je trouve qu'en termes d'informations contractuelles, c'est là que j'y trouve les infos les plus fiables. Ensuite, j'ai Twitter parce que, comme je te disais, j'ai l'impression que les exclus tombent là en premier. Et enfin, j'utilise le site d'un de tes invités précédents, qui est Sorare Club de Torque. Il a pas encore été, il a pas été mon invité. C'est The Noob. C'est The Noob qui a été mon invité. Torque n'a pas été mon invité. Donc je l'ai pas encore. Ouais, je sais qu'ils travaillent ensemble beaucoup. Notamment sur leur chaîne. Donc voilà, je sais qu'ils contribuent et en ça, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir filtrer toutes les infos qui tombent, mais sur ta galerie, ils font un truc de bien. Bien sûr, ils sont au début de leur projet. Eux aussi, ils contribuent énormément à la communauté. Je les félicite et donc je trouve que ce qu'ils font, c'est très bien. Ton joueur à suivre? J'en ai beaucoup. Je suis vraiment spécialiste du championnat de France et pour le coup, des pépites, on en fait à l'appel. Hein. Et certains que tu connais très bien. On parle de Jérémy Doku par exemple, mais il y en a à venir. La génération juste après qui viennent d'être championne d'Europe. Là, on a des Matistel, Bichabu, mais il y en a encore des plus jeunes, des El Arouche, Zahir Emery. Je les garde à l'œil. Cela dit, ça c'était un peu ma stratégie de départ il y a quasi un an quand je visais les pépites. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je cherche les gars un peu plus matures qui performent un peu plus et sont plus réguliers. Du coup, j'ai pas investi sur eux, mais clairement, je crois en eux. Et là, pour la saison européenne qui arrive, est-ce que t'es paré ou bien t'es encore en cours d'optimisation? Je suis bouillant là. Je suis bouillant, mais cela dit, comme pour Sorare, ta galerie, elle sera jamais finie. Leur produit sera jamais fini, pas plus que mon effectif. Il sera toujours en constante évolution. J'ai toujours des gars que je rêverais d'avoir. Moi qui débute en super rare, je navigue à vue, je tâtonne un petit peu. Donc impossible de dire que je suis prêt. Je ne le serai jamais. En tout cas, si elle devait arriver demain, j'en serais heureux parce que je trouve un peu le temps long là dernièrement. Je sais pas pour toi. Écoute, il y a la Ligue des Nations, oui. Ouais. Avec le nombre de turnovers qu'il y a, l'objectif c'est de mettre 5 joueurs qui jouent, mais écoute, il faudra quand même prendre son mal en patience parce que là, on est mi-juin, ça reprend pas avant non, pour toi en plus, Champion c'est mois d'août, donc t'as quand même 2 mois de vacances ou plutôt 2 mois de travail en tant que manager pour optimiser ta galerie et pourquoi pas aller chercher des pépites et profiter du marché actuel pour pourquoi pas réinjecter ce dont t'avais parlé tout à l'heure pendant toute la durée de ce podcast. Mais 2 mois, ça peut paraître court au final parce qu'une fois que ça démarre en août, ça va tout droit jusqu'à la Coupe du Monde et alors là, va falloir s'accrocher. Exactement. On est arrivé à la fin de ce podcast, Tony. Ça a été un plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à l'adresse de la communauté, comme tu en as beaucoup parlé et que tu as mis en avant son importance pour l'évolution de Sorare? Et écoute, quand je la mets en avant, cette communauté, c'est pas du tout de manière romantique ou émotionnelle, c'est de manière froide et pragmatique. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, en tant que banquier, je l'observe et je l'admire quelque part. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup, il y a des gens qui ont tout mis dedans pour soutenir cet élan, pour soutenir ce projet. Tu vois que quand il parle, quand il s'exprime dans les différents réseaux sociaux ou sur les podcasts, qu'au final c'est plus qu'une entreprise pour eux, c'est plus qu'un projet, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des valeurs qu'ils cherchent à retrouver dedans, ils s'identifient à ce qui est en train d'essayer de se mettre en place et ils font partie intégrante du projet. Sans eux, ce projet ne serait rien. Donc moi je dis pas ça pour avoir des followers, tu l'as dit dès le départ, je ne suis pas du tout un influenceur. Je crois que je dois avoir 6 followers sur Twitter et encore, ça a doublé parce que je suis passé à l'afterfoot. Mais au final, on aura un peu plus après le podcast, à mon avis.
Peut-être, mais c'est pas du tout un objectif. Moi, je dis ça vraiment comme si tu le mettais dans ton business model, voilà, froidement. Ça, c'est un de tes bullet points. La communauté aura tel rôle, sera impliquée de telle manière. Moi, j'observe, je regarde, je valide. Effectivement, elle est là, elle joue son rôle et bien plus encore. Donc moi, si j'étais Sorare, je ne ferais que soutenir cette communauté parce qu'au final, tu la soutiens elle te soutient toi. Donc vraiment impressionné par ce projet. Et comme je t'ai dit, j'en ai vu beaucoup passer. Celui-là est en train d'écrire une belle histoire. Je me dis qu'il peut écrire l'histoire avec un grand H. Et si jamais ils font attention et apprennent des erreurs qui ont pu être commises par le passé par d'autres très grands groupes qui avaient de super projets et de super idées, alors ils iront tout droit. Et leur ambition d'être le géant de l'entertainment, il va peut-être même arriver plus tôt que prévu et que les autres vont devoir s'accrocher pour pouvoir les rattraper. Donc bravo à eux, bravo à toi. Vraiment ce que tu fais, sans toi, sans tes conseils, tes invités, j'aurais peut-être pas accordé autant de crédibilité à ce sujet, mais quand j'entends la profondeur des échanges que tu as pu avoir, notamment dernièrement avec Paul, avec le vice-président d'Opta, je me dis waouh, c'est bien. Là, on est vraiment dans quelque chose de solide. C'est pas juste du sentiment, c'est pas juste de la confiance qui fait que ça peut capoter du jour au lendemain. Il y a vraiment de la substance. Il y a vraiment quelque chose de solide. Il y a un partenariat qui te permet de voir sur le long terme. Et en ça, voilà quoi. Mes signaux, moi, sont clairement verts. Vert. Et profiter de cette certaine morosité sur les marchés pour faire aussi avancer un des objectifs de Sorare, c'est de connecter le virtuel au réel et de partager, de faire vivre des expériences réelles à une grosse partie de la communauté. Et c'est ça qui est aussi, je trouve, très positif et très motivant pour le futur. Tony, c'était un réel plaisir. Attends, si je peux juste rajouter un point sur ce point-là, précis, le réel, c'est peut-être un peu ma dernière histoire justement, c'est que grâce à Sorare, j'ai fait connaissance avec un journaliste que je suivais beaucoup, qui suit mon club, et que à force de coaching et d'échanges, grâce à lui, j'ai pu aller voir le dernier match du championnat au Vélodrome avec mes enfants. On a vécu un scénario incroyable avec une qualification en Ligue des Champions à la dernière seconde au départ de Monaco, et c'était quand t'as vu ça, pour côté un commentateur célèbre, quand t'as vécu ça, tu peux mourir tranquille, franchement, à part vécu mais ça, le plus tard possible. C'est juste dingue. Magnifique conclusion, Tony. Merci beaucoup encore pour ta participation et écoute, à très bientôt sur les réseaux. Ouais, à très bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli et pour tout ce que vous faites. C'est vraiment génial. On remercie encore notre invité Tony pour cet échange qui, je l'espère, vous aura intéressé autant que moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à faire des suggestions sur le compte Twitter de Média Sorare, en allant directement sur le site de mediasorare.com ou en me contactant sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.